15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité neuroscientifique, fondateur de l'application NeuroPlus et animateur du podcast Winning Minds. Oscar Bruel vient nous voir aujourd'hui pour son premier livre intitulé La Cité intérieure aux éditions Hachette. Un ouvrage qui parle de notre cerveau comme une ville aux possibilités infinies. On va bien sûr en parler et décortiquer longuement. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité aujourd'hui sur Radio J. Bonjour Oscar Bruel. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être mon invité. Je suis très heureuse de vous recevoir pour parler de cet ouvrage. Un premier livre, c'est un premier bébé, on a tendance à dire. J'imagine que vous êtes très fier d'avoir mis, j'ai envie de dire, un peu de vous, beaucoup de vous dans ce livre. J'ai essayé d'y mettre le plus possible. Très fier, très ému. On va bien sûr décortiquer et découvrir cela, mais l'ADN de cette émission est un peu particulier, tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. On va donc tenter ça avec le début, toujours le début. Oscar Bruel, je crois savoir que vous êtes né un 19 août en 2003. Est-ce que c'est exact déjà ? C'est bien ça. Vous avez un petit frère, Léon, et vous êtes le fils du chanteur et comédien Patrick Bruel et de l'écrivaine et scénariste Amanda Sterz. Quelle sorte d'enfance vous diriez que vous avez eue ? Très joyeuse, dans l'amour, la richesse de partage et l'importance du travail. Entre Paris et les États-Unis aussi, est-ce qu'on peut dire ça ? Absolument. Ouais. Comment vous êtes construit avec cette double nationalité ? C'est important de dire, parce que vous êtes parti, vous aviez quel âge et qu'est-ce que vous avez appris qui est peut-être différent des codes d'ici ? J'avais 13 ans quand je suis parti, donc ça fait faire à peu près 10 ans maintenant que je suis là-bas. Et je vais dire que j'ai appris à rêver un peu plus grand, ou en tout cas à accepter le défi de la réussite. Écoutez, c'est ce que beaucoup d'invités m'ont dit. Je ne sais pas si vous voyez qui est Marlène Schaff, qui est une coach vocale dans l'émission qui s'intitule La Star Academy sur TF1. Et c'est vraiment une personnalité que j'ai reçue qui m'a dit ça profondément. C'est le pays où tous les rêves sont possibles. Et c'est même ce qu'on vous dit quand vous êtes à l'école et que vous avez un rêve qui paraît un peu trop grand. On vous dit tu peux y arriver. Ouais, absolument. C'est ce qui s'est passé. Quand on a un rêve, on nous dit que si on travaille assez dur et qu'on met toutes les chances de notre côté pour y arriver, il y a pas de raison de ne pas réussir. C'est ce qu'on devrait peut-être inculquer à nos enfants ici en France. Ça fait de vous quel genre de petit garçon, Oscar ? Épanoui. Ouais. Épanoui, heureux et puis entendu. Est-ce qu'on peut dire curieux de tout ? Parce que ça revient dans votre livre. Absolument, curieux de tout. Curieux de tout. Vous n'avez pas été tenté par le cinéma ou par un métier artistique. Est-ce qu'à un moment donné, vous y avez pensé ? Parce que c'est vrai qu'on se dit que quand nos parents sont dans ce milieu, on peut être tenté par l'expérience. J'ai toujours adoré ça. Je faisais du théâtre au lycée et puis je joue pas mal d'instruments, mais ça m'a jamais réveillé la nuit comme quelque chose qu'il fallait que je partage de moi. J'ai toujours adoré ça comme un passe-temps ou faire avec des amis, mais pas assez pour que ça devienne ma profession. C'est ce qui fait que vous êtes assez unique parce que petit, vous rêvez d'être chirurgien, vous êtes fasciné par le corps humain. Avant de devenir passionné par la performance humaine, vous allez alors faire des études de médecine et vous spécialisez en neurologie et neurosciences à l'université Emory à Atlanta, dont vous sortez diplômé à 19 ans, ainsi qu'aussi en biologie du comportement. Cet intérêt pour cette spécialité, il a été déclenché par un événement assez précis. Vous le racontez dans votre livre. Nous sommes le 25 août 2020, un cours de NBB 101. C'est ça, NBB 101. Qu'est-ce que ça veut dire NBB 101 ? NBB, c'est Neuroscience and Behavioral Biology, donc neurosciences et biologie du comportement 101. Un cours d'introduction, j'étais pas parti sur cette piste. J'ai eu la chance de prendre ce cours et ça m'a ouvert les yeux vers un nouveau monde. C'est une révélation pour vous. Vous appelez votre mère et vous lui dites « Ça y est, j'ai trouvé, c'est ça que je veux faire ». C'est un instant qui doit être magique, assez magnifique ce sentiment-là de savoir pourquoi en effet à un moment donné est jeune. C'est ça. En tant que bon fils, évidemment, j'ai appelé ma mère directement. Et ouais, ça m'a vraiment bouleversé ce cours. Lors de ce cours, il y a une promesse d'exploration, une porte entrouverte sur le monde inconnu, c'est ce que vous dites. Est-ce que vous pensez que cela fait aussi écho parce qu'il y a une interrogation d'enfance à se comprendre soi-même ? C'est ce que je me suis dit en le vous lisant. C'est une bonne façon de le voir. On a l'impression d'avoir accès justement à un monde auquel on ne connaît rien. Et c'est tellement intriguant déjà d'explorer les autres, mais en plus de s'explorer soi-même.
que quand on nous ouvre une porte vers ça, tout de suite, ça donne envie. Surtout qu'on est à un âge à ce moment-là où on se pose des questions, beaucoup de questions, Bien et sûr. donc vous avez l'intelligence d'avoir envie d'avoir les réponses. Ce jour-là, vous avez compris que cette discipline allait vous donner les clés pour percer les mystères les plus profonds de l'être humain et vous permettre de répondre à plein de questions. Ces questions, vous les évoquez. Est-ce que vous les avez en tête ? J'en ai deux, trois. Pourquoi on rêve ? Pourquoi on est heureux et pourquoi est-ce qu'on pleure quand on regarde Toy Story? Il me semble que c'est ça. C'est ça. Pourquoi tombons-nous amoureux? Ça, j'aimerais beaucoup avoir la réponse, par exemple. C'est un mélange de beaucoup de choses, de nos sens qui sont activés, de chimie cérébrale, de lien avec l'autre et donc de se mettre sur la même longueur d'onde que la personne en face. Souvent, ça se joue à rien, mais ça peut déclencher quelque chose de très fort en nous. Il y a un chapitre dans votre livre où vous parlez de ces liens qui sont extrêmement puissants, surtout quand on est dans l'échange, qu'on a les mêmes centres d'intérêt. Il y a cette petite flamme, j'ai envie d'imager ça comme ça, qui se réveille en nous, qui font qu'on se colle comme ça à l'autre et il y a peut-être une effusion qui arrive. On va en reparler dans cette émission. Mais vous choisissez cette discipline parce qu'elle est la source de tout. Au cours de vos études, vous allez bien sûr effectuer plusieurs stages en milieu hospitalier. Qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce qui vous a intéressé précisément lors de ces stages et peut-être là encore où vous avez confirmé que c'était ce que vous vouliez faire? Alors, au départ, j'ai fait des stages donc, de chirurgie. J'ai eu la chance d'aller à Necker assez jeune et puis de voir des scènes extraordinaires. J'ai vu une maman offrir son rein à sa fille. Et donc, j'ai vu le rein rentrer dans la fille. Enfin, c'était assez bouleversant. Et j'ai compris que j'avais envie d'être dans ce monde médical et puis d'aider les gens. Et la neuroscience, c'est quand j'ai commencé à parler à mes professeurs et qu'ils me parlaient d'égal à égal et qu'on apprenait ensemble et qu'on découvrait ensemble et qu'ils nous invitaient à la conversation et à ouvrir des hypothèses et à penser. Quand je vous entends parler comme ça du côté neuroscientifique, j'ai la sensation qu'il y a cet échange qu'on peut avoir aussi dans la philosophie. Ouais, Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. C'est la quête de l'inconnu. Les neurosciences, contrairement à d'autres disciplines comme la chimie, la biologie, où il y a des dogmes un peu plus installés, on y connaît très peu. Et donc, la philosophie, c'est un peu la quête du savoir ou la quête des connaissances. Et la neuroscience, c'est pareil, c'est une aventure. Approfondir notre compréhension du lien essentiel entre le corps et l'esprit et à terme à fournir des données pour lutter contre les maladies neurodégénératives, c'était aussi une ambition. Absolument. Dans ma société que j'ai montée aux États-Unis de neurotech, on travaille de manière principale avec des athlètes pour la performance, pour les blessures. Et je suis sûr que nos data et ce qu'on collecte va nous permettre d'en connaître un peu plus sur les maladies neurodégénératives et pourquoi pas essayer de prévenir et en tout cas de détecter ces maladies-là. En parallèle de vos études, vous allez lancer, vous l'expliquez peut-être aussi en parallèle, une start-up qui s'appelle Bee Enhancement. En quoi elle consiste ? Déjà, c'était magnifiquement bien prononcé. Je vous remercie parce que je suis nulle en anglais, donc j'ai fait tous mes efforts Parfait. sont là-dedans. Elle consiste alors à la quête de l'amélioration de performance et puis de détection de blessures, souvent chez l'athlète, mais ça peut être pour n'importe qui. Et cette société a aussi sorti donc, cette application NeuroPlus qui permet aux gens d'avoir un compagnon pour leur cerveau. L'idée globale, c'est d'avoir un lien plus fort avec son cerveau et de le comprendre afin d'améliorer sa vie. Est-ce que par exemple, et je parle en connaissance de cause, un ami à moi est un très grand tennisman, future star du tennis en devenir, qui joue à Roland-Garros, mais qui a tendance à se faire toujours la même blessure au coude. Oui. Est-ce que ça s'explique ? Alors, souvent, parfois c'est juste musculaire et c'est chronique et c'est malheureusement dur à accepter, mais c'est la vie. Parfois c'est une compensation autre part sur un autre coude et parfois c'est psychologique qui mène à justement une déchirure ou alors un trauma ou un problème qui n'aurait pas eu lieu si on y pensait moins. Vous promettez de façonner l'avenir du sport avec cette start-up-là et en effet c'est très intéressant la manière dont vous en parlez, Oscar Bruel. Vous êtes aussi le fondateur du podcast Winning Minds dans lequel vous recevez des invités, des personnalités pour mettre en lumière les combats psychologiques mais aussi la détermination et la résilience mentale. Vous avez reçu des athlètes de haut niveau comme Tony Parker ou encore Bicente Lizarazu. En parallèle, vous avez aussi lancé une application de bien-être intitulée NeuroPlus, construite sur
sûr l'appui des neurosciences, on va en parler dans un instant, mais vous partagez aussi des contenus éducatifs sur les réseaux sociaux, vous êtes très actifs, qui abordent des sujets tels que la neuroplasticité, les bienfaits de la méditation ou encore l'impact de l'alimentation sur le cerveau. Et c'est alors, j'ai envie de dire, tout le travail que vous avez décidé de concentrer dans votre premier ouvrage qui s'intitule La Cité intérieure aux éditions Hachette. D'abord, quelle est la mission que vous vous donnez avec ce livre et peut-être dans votre carrière tout court? La mission, c'est de changer la donne quand on pense à la neuroscience. C'est-à-dire que ça ne soit plus quelque chose de rigide, inaccessible, compliqué, parfois chiant, on peut le dire. Je veux que ce soit quelque chose d'amusant et qu'on comprenne son importance. Et ça en va aussi de la santé mentale, d'où le podcast, et que j'ai envie que les gens soient moins exigeants avec eux-mêmes, soient plus tolérants et plus d'empathie envers eux-mêmes, parce que au final, le but, c'est pas d'être parfait 100% du temps, mais d'apprendre à se connaître pour pouvoir vivre une vie qui est mieux pour nous. Aider chacun à comprendre son cerveau pour mieux se connaître soi-même, c'est ce que vous dites. Aider les gens, c'était une évidence pour vous, j'ai l'impression, depuis tout petit. Comment vous l'expliqueriez? Je ne sais pas. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu aider les gens et puis les choses en général. J'avais des petits animaux, des insectes qui se noyaient dans un lac. J'avais envie d'aller les sauver pour les sortir. Je pense que c'est peut-être venu de mon grand-père qui est psychanalyste, qui m'a aussi inculqué ça. Mais j'ai toujours aimé l'idée de pouvoir aider les gens à ma manière. Vous dites alors que tout se trouve dans notre cerveau qui avance avec nous dans une époque assez paradoxale. Vous commencez votre livre de cette manière-là et j'ai envie peut-être que vous nous expliquiez pour vous qu'est-ce que c'est une époque paradoxale, parce que j'ai l'impression que vous n'avez connu que cette époque qui est paradoxale. Oui. Alors, c'est une époque où plusieurs choses. Déjà, tout est noir ou blanc tout le temps. Il n'y a pas de nuance. Souvent, les hooks Instagram, c'est on a envie pour arriver ça, il faut faire ça, pour ça, il faut faire ça. S'il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de faites un petit peu de ci, un petit peu de ça. Et c'est une époque où on n'a jamais eu autant de dépendance aux choses, à la technologie. Alors, pour se déplacer, on a besoin de Google Maps. Pour communiquer, on a besoin d'avoir un téléphone. Et donc, c'est comme si nous avions une dépendance à quelque chose qui était normalement naturel. Et c'est une époque compliquée parce qu'on essaie de se comprendre, on essaie de s'améliorer constamment avec du noir et du blanc, alors qu'on ne commence pas par les choses basiques. Vous dites jamais l'humanité n'a eu autant de confort matériel, d'accès à l'information et de moyens de communication, et pourtant jamais n'a-t-elle semblé aussi déboussolée. Vous l'écrivez de cette manière. Sur la page de couverture de votre ouvrage, notre cerveau est dessiné comme une ville aux possibilités infinies que vous appelez Neuropolis, qui convient à dire que c'est un centre de commande qui recèle un potentiel immense. Absolument. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment vous définissez ce potentiel immense? Et comment vous pouvez nous parler de cette ville assez incroyable avec chaque quartier, c'est bien ça, qui représente une fonction? Ah, exactement. Et puis, les habitants qui sont les neurones et les synapses qui sont les places d'échange, de marché. L'idée, c'est que j'ai toujours trouvé ça réducteur de penser au cerveau comme un super ordinateur qui ne vit pas, qui n'évolue pas, qui n'existe pas, alors que vous pouvez être architecte de votre cerveau de la même manière que vous pouvez être architecte d'une grande ville. Et le potentiel infini, c'est que cette ville, vous pouvez la réécrire comme vous voulez. Tant que vous vous mettez dans les bonnes dispositions et que vous savez quoi faire, vous êtes maître de vous-même. Est-ce que vous pensez que justement ce cerveau, on ne l'exploite pas assez, ou du moins pas comme il faudrait? Alors, il y a une grosse idée générale que les gens répètent souvent, qui est qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. C'est pas vrai. Si on utilisait 10% de notre cerveau, on serait mort. Comme notre poumon, notre cœur, c'est-à-dire que ça ne marche pas comme ça. Il y a peut-être une idée qu'on utilise 10% du potentiel de notre cerveau, de ce qu'on pourrait atteindre, mais c'est très théorique et l'idée, c'est déjà de pouvoir l'utiliser au meilleur de ce qu'on peut, mais 10%, 20%, 30%, ça c'est faut oublier. On utilise combien en réalité alors? Utilisez 100% de votre cerveau, sinon vous serez pas là. Votre livre, Scarbruel, nous explique alors non seulement comment fonctionne notre cerveau, sur l'aspect bien sûr technique, tout en restant aussi ludique. C'est un des grands avantages de votre livre. Un cerveau qui influence chaque pensée, chaque émotion, chaque décision, mais surtout, vous nous proposez d'en reprendre le contrôle pour nous changer la vie en 6 points.
On va y venir sur ces 6 points, mais d'abord, il est important de savoir que notre cerveau est plastique. Absolument. Et c'est une des découvertes les plus importantes, je dirais, de la neuroscience moderne. C'est qu'on a longtemps pensé que le cerveau était figé, mais c'est un concept qu'on appelle la neuroplasticité. Et donc que le cerveau est plastique, que vous pouvez le modeler un peu comme de la pâte à modeler, et pour arriver à des buts précis. Et en l'entraînant, que ce soit nutrition, sommeil ou alors autre des 6 points, vous pouvez modifier réellement votre cerveau pour qu'il soit adapté à vous. Vous dites qu'il se modifie, ce cerveau, avec l'usage. On renforce ce qu'on répète. J'ai adoré cette phrase. Chaque fois que vous entraînez votre attention, que vous régulez une émotion, que vous remettez le téléphone dans la poche, vous affinez des connexions. Comment expliquer ça ? Pensez-y comme une place de marché ou une place d'échange. Ou alors les informations qui sont échangées sont certaines hormones ou alors certains neurones. Et le plus elle est utilisée, le plus elle est riche en connaissances, riche en expérience. Et le moins elle est utilisée et délaissée, le plus justement elle fond et elle a moins. Et donc c'est un peu pareil, si vous renforcez une habitude, elle va être de plus en plus riche et de plus en plus établie. Et à l'inverse, vous allez vous perdre. Et vous dites quand même que certaines habitudes creusent une autoroute dont il devient difficile de sortir. Donc il y a des bonnes habitudes et des mauvaises habitudes. Bien sûr. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose de façon peut-être trop frénétique, comme ça, le cerveau devient un peu raplapla. C'est une façon de le voir. Et en mauvaise habitude, vous pouvez penser par exemple à l'habitude des sucres transformés. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'en manger beaucoup parce que c'est quelque chose qui est rentré dans notre alimentation et que c'est quelque chose qui est drôlement bon et addictif. Et c'est très très compliqué de s'en sortir. Vous dites enfin comprendre son cerveau, c'est aussi mieux se comprendre soi-même. Pourquoi telle remarque nous transperce ? Pourquoi l'inspiration arrive-t-elle en marchant ? Pourquoi procrastinons-nous sur ce qui compte le plus ? C'est des questions que vous soulevez. Ce livre n'impose pas un modèle unique et c'est important de le dire. Il propose des principes simples, des exercices rapides à tester, des repères pour interpréter nos propres réponses. L'objectif n'est pas d'être parfait, ça c'est pour la déculpabilisation, mais d'être aux commandes. Alors 6 outils concrets, est-ce qu'on peut les évoquer avec vous, Oscar Bruel ? Absolument. Le premier, c'est l'alimentation. Oui. Le second ? Le sommeil. Le troisième ? L'exercice. Le quatrième ? Alors le quatrième, il en englobe plusieurs, mais le contrôle de son cerveau à travers la méditation, la régulation émotionnelle. Vous dites la puissance des relations et des interactions sociales, l'art d'optimiser son mental. Et puis, j'aimerais quand même qu'on étaye un peu point par point l'alimentation ou comment nourrir notre moteur, puisque c'est le titre du premier chapitre, enfin du second, mais on va dire du premier. De façon très ludique, vous parlez d'un marché de Neuropolis où chaque aliment a sa fonction, sa place. On parle souvent, on va balayer un peu tout, on parle souvent des régimes, mais pas du fait de l'alimentation et de la santé mentale. Et il y a des carburants indispensables à notre cerveau. J'ai trouvé ce passage très intéressant. Voilà. Pensez-le comme une Ferrari, par exemple. Vous prenez une Ferrari exceptionnelle, magnifiquement construite, et vous mettez du diesel dedans. Ensuite, vous allez à 350 km/h, la Ferrari, elle va exploser. Et c'est pareil pour votre cerveau. Vous avez besoin de mettre le bon carburant pour qu'il n'explose pas. Vous dites manger 2 portions de poisson gras par semaine, quelques poignées de noix, des graines moulues, de l'huile d'olive régulièrement. C'est des gestes minuscules, mais répétés, ils finissent par entretenir les câbles de la ville. Il n'y a pas d'alimentation magique. Ce qui compte, c'est la régularité et la modération. Le cerveau a besoin de cohérence et de consistance. J'adore l'idée. C'est ça. Vous répétez des choses bien. Et normalement, tout devrait bien se passer. Vous nous proposez dans une page, la page 53 précisément, la journée idéale. Alors, je vais laisser le soin à nos auditeurs d'acheter votre livre pour le découvrir. Mais vous dites aussi, et ça c'est pour nous plaire, lors des repas de Shabbat, le curcuma, les herbes fraîches comme la coriandre, le persil, le romarin sont excellents, sont des petites touches inflammatoires, anti-inflammatoires et limitent les envies de sucrer. Ouais, étonnamment. C'est fou. C'est bizarre, mais le salé limite l'envie de sucrer s'il est bien assaisonné. Alors, manger moins sucré le matin stabilise mieux la tension, ça on le sait à peu près, mais vous dites les liquides sucrés, c'est catastrophique. Catastrophique. C'est-à-dire qu'on pense qu'un verre de jus d'orange, ça a plein de vitamine C, c'est super pour nous. Surtout entre 2 repas, c'est catastrophique. Catastrophique. Vous dites aussi qu'il ne faut pas prendre son café au saut du lit, alors là je pense que nos auditeurs vont bondir, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à démarrer le moteur avant 2 cafés, avant de bien ouvrir les yeux. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ça ? Oui, en fait, c'est vous développez une sorte
de dépendance dès le départ pour monter votre moteur, quelque chose qui pourrait être fait normalement naturellement avec la lumière du jour, simplement qui touche votre rétine, qui vous mettrait assez d'hormones et vous mettre dans les bonnes dispositions pour commencer votre journée, vous la rendez factice par quelque chose qui ne vous excite pas mais qui vous empêche de ne pas être excité. Donc c'est un cercle vicieux et puis le plus vous en prenez, le plus vous allez en avoir besoin. Et le café, c'est très très dur de s'en sortir. Si vous en prenez tous les matins, c'est une vraie addiction. C'est une vraie addiction. C'est pas forcément une addiction négative, c'est-à-dire que le prendre au bon moment, c'est important. Mais le bon moment, c'est tard. Le bon moment, c'est pas directement. Ouais. On va dire la vérité, c'est 90 minutes après le réveil. Oui, au moins. C'est énormissime. C'est énormissime. Oscar Bruel, vous parlez aussi du sommeil, l'atelier secret du cerveau. Pourquoi les nuits déterminent nos journées et les journées préparent les nuits? C'est ce que vous écrivez. Et vous appelez l'atelier nocturne de la mémoire. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, contrairement à ce que l'on pense, votre cerveau ne dort pas. C'est un des moments les plus importants de votre journée. C'est pendant que vous dormez, votre cerveau trie, décide d'enlever les toxines, les déchets et nettoie votre cerveau. Et surtout, il décide de ce qu'il va garder comme souvenir. Et donc, il trie parmi ce que vous avez vécu pendant la journée, que ce soit à travers votre mouvement ou alors ce que vous avez appris. Et ensuite, il fait un choix de ce qu'il va garder et de ce qu'il va délaisser. J'aime beaucoup la manière dont vous en parlez. On continue bien sûr cette émission avec vous. Oscar Bruel, pour votre premier livre intitulé La Cité intérieure aux éditions Hachette. On évoque les autres points dans un instant. Vous allez voir, c'est passionnant. Mes chroniqueurs nous rejoignent également avec Annabelle Chakmes, Adèle Salomon et puis Christian Réchaud. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui Oscar Bruel pour son premier livre La Cité intérieure aux éditions Hachette. Nous évoquions bien évidemment le chapitre sur le sommeil. Vous parlez notamment dans ce livre des différences d'enjeux, j'ai envie de dire ça comme ça, entre les différentes phases de sommeil. Vous l'évoquez dans votre livre et vous dites aussi que le sommeil est un régulateur des émotions. Est-ce que vous pouvez éventuellement répondre à ces deux questions différentes ? Alors, pour la première question, il y a des phases de sommeil, notamment une qui s'appelle REM Sleep, REM, qui est une phase importante dans laquelle nous rêvons, mais aussi dans laquelle le cerveau peut justement éliminer ces toxines dont je parlais plus tôt. Et c'est une phase extrêmement importante. Et quand on parle de sommeil réparateur, on parle plus de cette phase-là. Et quand on se fait sortir de cette phase, c'est très dur de re-rentrer parce que ça prend du temps avant de réarriver à ce cycle. C'est ce qu'on a souvent appelé le wagon. Faut pas rater le Voilà, wagon. Exactement. Et ensuite, si on se réveille, après on n'a pas le temps de se rendormir. Bon, bref, ça fait une nuit terrible. Et régulateur d'émotions, c'est parce que votre cerveau, pendant qu'il dort, se répare et se prépare à la journée qui va arriver. Et donc, s'il n'est pas prêt à affronter ça, il ne va pas être bien émotionnellement. Je vais aller, Oscar, dans un côté un peu plus ésotérique, parce que c'est ce que vous évoquez dans l'application Neuroplus, je crois savoir. Est-ce qu'entre les différentes phases de sommeil, nous faisons peut-être des rêves dans certaines phases qui peuvent s'avérer peut-être être des rêves soit un peu prémonitoires ou peut-être qui rejouent notre journée? Absolument. Le rêve a la vocation intrinsèque d'être une répétition pour vos journées. Votre cerveau prend tout ce qu'il a appris et puis tout ce qu'il a appris depuis toujours et décide de tenter des choses. Donc parfois vos rêves ils ont des sens. Vous voyez un ami à un café. Parfois vous êtes sur une licorne en train de sauter sur un marshmallow géant et ça a moins de sens. Mais votre cerveau décide de se préparer à ces éventualités pour qu'ensuite quand vous les viviez dans la vraie vie, vous ne soyez pas déboussolé. J'ai plein de questions là-dessus. On ne pourra pas toutes les évoquer dans cette émission. Vous parlez aussi de l'exercice, quand le corps éclaire l'esprit, chaque mouvement à partir de notre réveil et l'ambiance dans laquelle on se trouve joue un rôle. Vous parlez de beaucoup de choses dans ce chapitre-là, mais aussi un autre chapitre où j'ai envie peut-être de passer davantage de temps, peut-être parce que c'est mon chapitre préféré, pour être très honnête, qui est la puissance des relations et des interactions sociales. Vous dites, si on pouvait observer le cerveau de haut, comme on survole une cité la nuit,
Les connexions ne brillent jamais autant que lorsqu'elles répondent à une autre présence humaine. Une conversation, un regard, un rire partagé. Vous parlez bien sûr des bienfaits du sourire, mais vous dites aussi que l'isolement social prolongé réduit la densité des connexions neuronales. Ouais. Et c'est intéressant. Et je me permets parce que j'ai entendu parler dans ma sphère privée d'une femme qui aujourd'hui a 62 ans seulement et qui se trouve dans un état de démence à cause justement de la fin de l'activité sociale et donc cérébrale. Alors, votre cerveau vit essentiellement avec les autres, pour les autres. Quand vous parlez à vous-même, votre cerveau ne travaille pas énormément. Lorsque vous parlez à quelqu'un, il y a l'entièreté des régions qui s'activent, que ce soit la mémoire pour se souvenir, le cortex préfrontal pour essayer d'expliquer ce que vous êtes en train de dire. Et donc, votre cerveau s'illumine dans son entièreté pour pouvoir répondre à cette demande. Et puis, lorsque vous parlez à quelqu'un, vous vous mettez littéralement sur la même longueur d'onde, qui sont des ondes bêta, gamma, alpha. Et donc, quand on dit on est sur la même longueur d'onde que quelqu'un, c'est réel, c'est littéral. Et le plus vous développez des liens avec les gens, le plus vous entretenez votre cerveau pour pouvoir justement le rendre le plus fort possible. Vous dites qu'on est fait pour vivre en groupe. L'isolement fragilise le psychisme et le corps, écrivez-vous. Moins on échange, moins nos neurones reçoivent de stimulations variées et plus la végétation synaptique se raréfie. L'enseignement, la curiosité partagée sont aussi des facteurs de bonheur. C'est peut-être par là que je démarrais notre émission. C'est le chapitre que j'ai préféré. La manière dont vous en parlez est très intéressante et ce passage précisément sur la longévité des esprits liés avec le lien comme rempart contre le déclin. Vous écrivez « Dans certaines familles, il y a une personne, et ça va parler à beaucoup de nos auditeurs, qui semble défier le temps. Une grand-mère qui boit des coups, fait du sport, garde le regard vif et l'humour tranchant, un voisin âgé qui dirige encore un club d'échecs ou ce retraité insatiable qui réunit chaque semaine quelques amis pour refaire le monde autour d'un café. » Ces scènes familières disent quelque chose d'essentiel. Un cerveau entouré respire plus longtemps. Un cerveau connecté ne s'éteint pas au même rythme qu'un cerveau isolé. Et vous ajoutez une anecdote sur votre arrière-grand-mère. Ouais. Moi, j'ai la chance d'avoir une arrière-grand-mère de maintenant 97 ans qui est extraordinaire. Elle a toujours des amis. Elle sort, elle marche, elle va au café, elle est en bourse. C'est-à-dire que l'autre jour, on lui a dit ma grand-mère donc a dit à mon arrière-grand-mère, donc à sa mère, tu devrais pas investir dans ça, je le sens pas. Et l'action au final est montée. Et elle l'a appelé sur WhatsApp pour l'engueuler. Elle lui a dit mais comment c'est monté de 9 points toute mon action à 97 ans, ce qui est exceptionnel. Et c'est une véritable force de la nature. J'ai la chance d'avoir encore mes 4 grands-parents qui sont là et encore une arrière-grand-mère. Et c'est un bonheur de pouvoir juste échanger avec eux et qu'ils soient toujours là. En effet, je vous rejoins. Vous évoquez aussi les bienfaits des jeux de société parce que ce sont des jeux en communauté. Absolument, j'adore les jeux de société, les jeux un peu plus simples, Monopoly. Le Scrabble ? Le Scrabble avec ma grand-mère, on joue beaucoup, c'est un peu un rituel. J'ai réussi à la battre maintenant, après des années d'expérience. Je sais pas si elle me laisse gagner, je suis pas encore sûr, parce qu'elle sait que je suis mauvais perdant. Mais oui, j'adore jouer avec elle, et puis ça permet de se rapprocher et puis de passer du temps. C'est un très beau moment dans votre ouvrage, Oscar Bruel. Vous parlez aussi de l'art d'optimiser son mental, comme beaucoup de spécialistes de la santé mentale. Vous faites les louanges de la méditation et de la pleine conscience, mais vous parlez de quelque chose qu'on connaît moins, le body scan. Ouais, le body scan. C'est quoi le body scan ? Alors le body scan, c'est être en connexion avec soi-même. C'est-à-dire simplement penser à rien d'autre qu'à notre corps et se concentrer de manière absolue sur certaines régions pour ressentir des douleurs ou alors justement autre chose, pour être en contrôle et en connexion avec soi-même. Vous dites qu'avant un rendez-vous important, quelques minutes de respiration lente calment la chaîne de stress, qu'il faut marcher pour activer mieux l'énergie mentale plutôt que de regarder une énième vidéo sur le portable. C'est pas votre truc, ça, on a bien compris dans votre livre. Alors, il ne faut pas vilifier complètement la technologie. Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec. Le problème majoritaire, c'est l'overdose des téléphones et l'overdose des écrans plus que les écrans en soi. Si on apprend à vivre avec, normalement, ça ne peut que nous aider.
Écoutez, c'est ce que vous dites parce que ce sont les 3 maîtres mots dans votre livre. La plasticité d'une part, on l'a évoqué, la régulation et la cohérence, que vous imaginez comme une danse. Est-ce qu'apprendre à mieux utiliser ses capacités mentales, quelque part finalement, Oscar Bruel, c'est négocier sa liberté? C'est une très belle façon de le dire. Oui, je pense que c'est justement vous vous libérez de poids que vous ignorez et vous pouvez comprendre qui vous êtes pour adapter votre vie à vous-même. Vous, évidemment, je pourrais parler beaucoup de tout ce qu'il y a dans votre livre, mais je vais aller encore un peu plus loin avec vous. Comprendre nos pensées nous permet de modifier nos habitudes pour exploiter notre potentiel et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Est-ce que ce travail, vous l'avez fait du haut de vos 22 ans? Absolument, et je continue de le faire tous les jours. J'espère en connaître plus et en comprendre plus sur moi-même. C'est des choses très très simples. J'aime beaucoup cet exemple parce que, par exemple, quand je fais des sports de raquettes, ping-pong, etc., je rate un point. Je ne me dis pas que je suis nul. Je ne dis pas, ah, t'es nul, Oscar. Je dis, t'es meilleur que ça. Et votre cerveau comprend qu'il est donc meilleur que ça et se met dans les meilleures dispositions pour vous rendre meilleur que ça. Et c'est par ces petits biais-là que se comprendre nous permet d'adapter nos façons de parler et nos pensées pour justement arriver à la meilleure version de nous-mêmes. Est-ce qu'on peut dire que c'est une critique positive? Oui, exactement. Soyez indulgent avec vous-même. J'ai envie de vous demander quel est le meilleur résultat que vous ayez obtenu grâce à vos précieux conseils. Peut-être que la réponse, c'est vous-même. C'est possible. C'est, je pense, l'impulsivité. Je réussis à être un peu plus calme, posé. Je réagis de manière moins émotionnelle aux choses, aux nouvelles de la vie. Ça permet de relativiser. J'ai envie de vous poser cette question parce que vous dédiez ce livre à votre frère Léon et j'aimerais savoir pourquoi. Il n'est pas au courant d'ailleurs encore que le livre est Il le dédié à lui. saura. Mon frère, c'est tout pour moi. C'est-à-dire que mes parents, ils se sont séparés quand j'étais très jeune et ils sont restés en très bon contact, mais donc je suis passé de maison à maison depuis tout petit. Et la seule constante dans ma vie, c'était lui. Donc on était ensemble, on passait de maison en maison ensemble. Et j'ai toujours dit que ma maison, c'était là où il y avait Léon. C'était pas un endroit physique, c'était une présence qui était la sienne. D'ailleurs, aujourd'hui, on vit toujours en coloc ensemble. Donc c'est Donc, dire... maintenant, vous avez votre maison, On mais a en notre commun. maison, mais c'est ça. Et c'est en fait, ma maison, c'est lui. C'est tout pour moi. C'est magnifique ce que vous dites. Je pense qu'il sera très touché, votre frère. Dans la continuité de votre livre, on va télécharger l'application NeuroPlus. Oscar Bruel, je sens les larmes qui arrivent, alors je vous demande de les retenir. Parce que tout de suite, on va parler littérature avec Annabelle Chakmes. Radio J. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Oscar. Je ne vous cache pas, cher Oscar, que l'ashkénaze hypocondriaque que je suis a littéralement dévoré votre livre. Et votre ouvrage m'a aidé à réaliser une chose, la capacité qu'a finalement chaque individu à prendre soin de lui s'il le décide. Et cela a particulièrement résonné avec l'ouvrage que j'ai été en train de lire et dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors cet ouvrage, c'est « Je savourerai la vie jusqu'à mon dernier souffle, conseil de vie pour qui désire accueillir la vieillesse avec éclat » du professeur Ri Kun-ho, c'est ça ? Je pense. Ri Kun-ho, on va dire ça comme ça, aux éditions First. Exactement Cyrielle, ce livre est un véritable bonbon de sagesse et de bienveillance envers soi-même. Avant de nous livrer ses précieux conseils, le professeur et l'auteur, du coup, Ri Kun-ho, éminent psychiatre coréen, vous donne la clé afin que ceux-ci soient vraiment efficaces. Je cite, « Il est essentiel d'aider les patients à comprendre leurs troubles psychologiques afin qu'ils puissent, à terme, s'objectiver, c'est-à-dire s'évaluer d'un point de vue extérieur. » Et il a totalement raison parce qu'à partir du moment où vous avez bien en tête cette forme de clarté, le reste de l'ouvrage ne vous semblera que bon sens. Forcément, on a envie d'aller encore plus loin avec vous, Annabelle. Alors, les conseils que prodigue l'auteur sont finalement plus des prises de conscience, toutes développées avec détail afin d'en comprendre les subtilités et qu'elles aient vraiment un impact sur votre vie. Par exemple, et un peu comme vous le disiez, ne ruminez pas votre solitude. Appelez un ami, envoyez-lui un texto, on obtient du réconfort dans le fait d'entendre quelqu'un qui nous manque. Ou encore, ne vivez pas votre présent prisonnier de vos sentiments passés. Si hier était difficile et éprouvant, il faut vivre aujourd'hui comme un nouveau jour, un peu comme lorsque l'on vide une poubelle ou reconfigure l'ordinateur. Et vous avez adhéré à tous ces conseils.
pas tous. En toute honnêteté, je dois vous avouer qu'il y en a un qui m'a paru un peu plus abstrait. C'est lorsque j'ai lu « Ne vous immiscez pas dans la vie de vos enfants ». Il faut se préparer à les laisser embrasser leur indépendance. Ah non, on va y arriver là. Se libérer de nos blessures et se détacher de notre rôle protecteur. Je ne sais pas. Je pars du postulat que l'auteur est coréen Et pas et n'est pas forcément très au fait de nous et ses coutumes à nous. Donc, à titre tout à fait personnel, j'assume totalement de me réserver le droit de toujours glisser discrètement une petite balise GPS dans le sac de ma fille de 22 ans. En conclusion, Annabelle Chacrès. Blague à part, chère Cyrielle, ce livre nous apprend à alléger notre charge mentale en acceptant d'être plus indulgents avec nous-mêmes comme avec les autres. Il nous invite à ralentir, à prendre du recul et à remettre un peu de douceur dans nos exigences quotidiennes. Et surtout, finalement, quel que soit notre âge, cet ouvrage nous rappelle de profiter pleinement de la maturité que nous confèrent les années en lâchant prise. C'est bien dit. Vous souhaitiez quand même évoquer rapidement un autre ouvrage. Oui, pour celles et ceux qui sentent de plus en plus l'âge avancer doucement mais sûrement, je vous conseille L'été où je suis devenue vieille d'Isabelle de Courtivron, dans la collection Les Proches des éditions Les Arènes l'Iconoclaste, un vrai bijou. Je savourerai la vie jusqu'à mon dernier souffle, conseil de vie pour qui désire accueillir la vieillesse avec éclat, c'est du professeur Ricouneau aux éditions First. Et puis L'été où je suis devenue vieille d'Isabelle de Courtivron dans la collection Proche des éditions Les Arènes l'Iconoclaste et dans toutes les bonnes librairies bien sûr. Merci beaucoup Annabelle. Merci. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Adèle Salomon. Le billet du jour. Bonjour Adèle. Bonjour à tous, bonjour Cyrielle et bonjour Oscar. Bonjour. Oscar Bruel, si j'en crois votre LinkedIn, vous êtes podcasteur, entrepreneur, producteur, vous vivez à Los Angeles. Franchement, je pensais que vous veniez aujourd'hui nous vendre une formation pour devenir libre financièrement grâce aux crypto-monnaies. Mais j'avais quand même un doute. Ensuite, j'ai appris que vous étiez là pour nous parler de votre livre, dont le résumé commence par « Et si je vous disais qu'il existe un outil capable de changer votre vie ?» Là, j'avais plus aucun doute, c'était la crypto-monnaie. Et puis, j'ai vu le titre, « La cité intérieure ». Donc là, je me suis dit, ah non, pardon, peut-être qu'il est venu là pour nous parler d'un livre sur le développement personnel, ou comment mieux gérer son microbiote, ou comment survivre à une coloscopie. Mais c'était sans doute un biais cognitif. Mon cerveau m'a joué des tours, parce que vous êtes là en tant que neuroscientifique, et votre livre nous explique comment mieux comprendre et exploiter notre cerveau. Un livre à mettre dans toutes les mains, enfin surtout dans celles de mes ex. Parce qu'à chaque fois que je me fais larguer, le texto commence toujours pareil. Je passe de super moments avec toi, mais j'ai pris un peu de temps pour réfléchir. Et c'est là que je me suis dit, peut-être qu'il ne faut pas laisser trop longtemps les hommes réfléchir. Ouais. En général, il ne se passe rien de bon après. Je vous laisse juger la situation géopolitique du moment. La dernière fois que je me suis un petit peu intéressée à mon cerveau, c'était il y a 20 ans. Voilà, ça en dit long. Avec le programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima. Voilà, vous aviez 2 ans, Oscar Bruel, quand c'est sorti, donc je ne sais pas si vous vous en rappelez. Enfin, cela dit, vous avez 22 ans et vous sortez un livre sur le cerveau. Moi, à 22 ans, je vomissais de la vodka premier prix en stage de fin d'études. À peu de choses près, c'était de l'exomédine, mais chacun son rythme. Je me rappelle donc que ce docteur m'avait annoncé que mon cerveau avait 64 ans. Voilà. Au même moment, Wisport me disait que mon corps en avait 68. Pile l'âge de Jane Fonda à l'époque. Il n'y a pas de coïncidence. Là, j'ai compris que la technologie n'était pas là pour m'aider, mais pour m'humilier. Donc, j'ai arrêté les diagnostics. Je suis retournée sur Pokémon. Au moins, quand Pikachu me juge, il a la décence de le faire en criant son propre nom. Mais, vous l'avez sans doute remarqué, Oscar Bruel, je ne suis pas HPI. Enfin, à vrai dire, j'en sais rien. Mes parents m'ont jamais fait tester. Déjà parce qu'à l'époque, on disait surdoué ou précoce. Et surtout parce que, ils n'ont jamais eu de doute. Voilà. Mais en vérité, je suis fascinée par le cerveau. Surtout par le mien. Enfin, ce qu'il en reste après 10 ans de vodka premier prix. Je trouve ça incroyable qu'ils soient incapables de se souvenir d'un film que j'ai vu hier, mais qu'ils connaissent encore l'intégralité des paroles de Laurie. Que je vais voir en concert, bien sûr.
Souvent, j'oublie pourquoi je suis rentrée dans une pièce, mais il suffit que quelqu'un me dise OK pour que j'ai l'intégralité des répliques des visiteurs qui fassent irruption dans mon cortex cérébral. Voilà. Donc, en cas d'urgence, je ne peux pas vous dire où sont mes clés, mais je peux imiter un gueux du Moyen-Âge perdu dans un bowling. Chacun ses talents, chacun ses priorités. Et parfois, je me dis, Dieu merci, mon cerveau n'est pas trop entraîné. Comme ça, il me permet de refaire exactement les mêmes erreurs et donc d'avoir encore de nouvelles anecdotes à raconter plus tard. Parce que j'ai une fâcheuse tendance à mal ranger dans mon cerveau les hommes qui m'ont brisé le cœur. Donc, quand ils reviennent en me disant qu'ils ont changé, qu'ils ont appris de leurs erreurs, eh bien, je les crois. Voilà. Je ne sais pas si c'est mon cerveau qui est mal irrigué ou si j'ai été trop biberonnée au film avec Hugh Grant, mais il faut m'aider. Donc, même si votre livre ne parle ni de Bitcoin ni de probiotiques, je vais quand même le lire, Oscar Bruel, parce que même si ne pas écouter mon cerveau me permet d'avoir de la matière pour mes scènes, mes chroniques ou mes dîners de famille, le comprendre de temps en temps me permettrait peut-être d'éviter quelques ratés. Et puis peut-être que vous pouvez m'aider à sortir sur un air latino de la tête. Merci beaucoup Adèle Salomon. C'est notre Valérie Lemercier de Radio J. Elle a pas fait aujourd'hui le petit air. Mais c'est vrai que vous avez parlé des visiteurs. Merci beaucoup Adèle Salomon. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, on va débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et donc c'est votre portrait dans le regard de Christian Richaume. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle. Bonjour Oscar. Bonjour. Bon, c'est toujours plaisant quand un psychanalyste rencontre un neuroscientifique en tout cas. Et je vais vous proposer un petit jeu pour voir si vous êtes toujours de mauvais joueurs. Mais vous pouvez gagner. Mais je vais commencer par une citation et à la fin de ma chronique, il y aura une deuxième citation. C'est là le jeu. D'accord. La première citation, c'est celle de Nietzsche qui dit « Deviens qui tu es ». Et c'est ce qu'on va voir dans cette chronique, ça veut dire votre ville intérieure. Cette ville intérieure, donc, elle a commencé dans une enfance qui était joyeuse, qui était dans l'amour, dans le partage, avec cette notion sur laquelle on va revenir, c'est l'importance du travail. Et puis il y a cette maison que vous ne quittez jamais, qui est votre frère. Et on est élevé avec ce voyage aux États-Unis qui fait qu'on peut se mettre à rêver plus haut, à rêver plus grand. Mais dans le défi de la réussite, il y a toujours cette notion de travail, d'investissement. Alors on voit que il faut travailler dur pour y arriver et que votre premier dada, c'est la chirurgie. Mais très vite, on arrive avec une autre notion qui est en vous et qu'on voit plus ample aujourd'hui, c'est l'idée d'aider les autres. C'est-à-dire qu'on est passé des insectes, des petits animaux, aux êtres humains, et que aider les autres, ça passe aussi par s'aider soi-même. Alors les neurosciences, lorsque vous les avez rencontrés, vous êtes dit, une nouvelle fois, je suis à la maison. Alors, c'est très important parce que quand on est un être qui se développe, on se cherche. On se construit par rapport à sa famille. On essaye de s'identifier et de se différencier. C'est-à-dire que je ressemble à mes parents, j'ai une histoire familiale, mais je dois exister moi. Ça veut dire quelles sont mes comparaisons et quelle est ma différence. Et c'est très important les différences parce que ça fait notre propre identité, donc on se cherche. On se cherche. Et on essaye de se construire à l'intérieur, entre ses conflits, ses pensées, ses automatismes. Et on voit en vous quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui ressent les émotions. Et quelqu'un, du coup, qui se dit, mais comment je les ressens ? Ça veut dire, les questions que vous avez posées dans votre livre, c'est pourquoi on rêve ? Pourquoi on tombe amoureux ? Pourquoi on pleure ? Pourquoi on rit ? Dans telle ou telle circonstance. Et ce côté pourquoi, vous avez cherché à le comprendre ou à donner des explications. Alors, c'est une façon de se construire, une façon de créer et de gérer son intimité. Ce côté introspectif que vous avez, cette question du sens, question du regard de soi, de l'analyse. Et puis, tout en étant discret, mais très professionnel. Alors, je vais vous proposer une ville. Une ville parce que vous avez votre site intérieur, mais une ville où, quand on construit une ville, parce que vous avez dit tout à l'heure, on peut construire une ville comme un architecte. Alors, je vous propose une ville où centre-ville, c'est la conscience. En tant que psychanalyste, forcément, je vous propose qu'il y a des quartiers invisibles autour, qui sont l'inconscient. Entre les deux, je mettrai des routes. Entre notre conscient et notre inconscient, je mettrai des routes qui sont nos pensées, qui sont nos émotions.
Sur certaines routes, des fois, il y a des embouteillages. Ça s'appelle l'anxiété, la rumination. Et puis, il peut y avoir un régulateur. Ça, c'est le cortex préfrontal, ou ce qu'on appelle la zone logico-arithmétique. Et puis, il y a une zone d'alerte. C'est l'amygdale. Là, qui fonctionne dans notre cerveau reptilien, qui est la zone de la peur et qui déclenche immédiatement des phénomènes dans notre cerveau. Et puis, il y a ces habitudes urbaines. La façon dont on construit ces routes, ces quartiers, ces maisons. Et ça, j'appelle ça la répétition, le conditionnement, les automatismes. Et puis, pour que cette ville soit harmonieuse, c'est là qu'on arrive à votre ville. C'est ces 4 piliers, le sommeil, l'alimentation, l'activité et le plaisir. Alors, pour finir, on a appris de vous sur Radio J que vous étiez quelqu'un d'empathique, quelqu'un à l'écoute, quelqu'un qui veut s'améliorer, qui veut comprendre et qui veut performer. Alors, j'ai ma deuxième citation pour vous, qui résume mieux que la première. C'est « Qui a dit ça ? On passe sa vie à devenir celui qu'on est. » Est-ce que c'est aussi Nietzsche ? Non, c'est une femme. Ah, je pense que c'est votre mère. C'est ça ? Vous avez gagné. Waouh. J'ai joué, mais je devais pas jouer. Mais vous étiez pas au courant. Et ben voilà, je promets que j'étais pas au courant, mais je me suis doutée parce que pour avoir lu Amanda, je me Elle suis sera dit contente que peut-être je pensais que c'était Nietzsche alors. Ça, je vous laisse avoir des discussions personnelles. Merci beaucoup Christian Richomme, notre psychanalyste que l'on Merci retrouve beaucoup. tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. Radio J. C'est la fin de cette émission avec vous, Oscar Bruel. Vous êtes venu nous voir pour votre premier livre, La Cité intérieure aux éditions Hachette. Un mot de la fin qui vous revient, vous dites ce que vous voulez. Merci beaucoup de m'avoir reçu et j'espère que ce livre touchera son audience et que les gens apprendront à être plus empathiques avec eux-mêmes. Merci beaucoup Oscar et moi je l'ai déjà promis cet ouvrage. On se dit bien sûr rendez-vous très vite sur Radio J.